T'as gagné. Super, vous prenez une feuille, vous allez faire un brevet blanc. Oui, effectivement, c'est bon. Déjà, la différence par rapport à l'autre jeunes, c'est que là, ils s'expriment tous. Oui, ils s'expriment, ouais. Et puis, non, c'est d'ailleurs pas forcément tous dans la classe. Alors que dans l'école précédente, il n'y a aucun échange. C'est vrai qu'il n'y a pas d'échange. Après, elle ne leur demande pas nécessairement, c'est pas nécessairement le professeur qui initie l'échange. Elle ne le régule pas, cet échange-là. Elle le subit. Ouais. Il y a dans un exemple, il y a une autorité naturelle et dans l'autre, elle n'est pas. Est-ce que vous avez remarqué comment elle se comporte par rapport à ces jeunes? Elle est agitée. L'agressivité. L'agitation. L'agitation, elle est gênée, elle ne sait pas quoi dire, elle est agressive verbalement et elle a un comportement non verbal. Elle a une manière de regarder comme ça dès le départ en fait. Elle se sent peut-être agressée, elle a une attitude et des mimiques qui donnent la sensation que dès le départ, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a un langage comportemental. Un langage corporel, un body language, ouais. Le coach, là, on voit tous, il est posé sur ses jambes, il est stable, voilà, et là, c'est un rock, quoi. Enfin, on voit bien que on va pas l'emmerder. Donc il y a une espèce d'autorité naturelle qui s'installe, et on voit bien que les gamins, ils ne mouftent pas parce que, voilà, ils respectent leur coach, ça se voit. Alors, dans l'autre, les enfants, Ça part en biberine, comme on dit chez moi. En fait, dès le départ, on voit qu'elle perd le contrôle, donc elle est dans l'émotion, elle ne réfléchit plus en fait. Et elle prend pas le temps de penser ce qui se passe. Donc, elle perd complètement le contrôle, ouais, effectivement. Elle perd le contrôle, dès le départ, elle est émotionnellement prise, elle refuse l'échange et elle va avoir un échange, je ne sais pas si c'est un échange d'ailleurs, elle va se faire invectiver de façon régulière et ça aboutit à quoi ce truc-là? Punition pour tout le monde. Mais tout le monde n'a pas parlé. Tout le monde n'a pas parlé. La punition, faire un bac blanc, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet dont il était question. c'est irrationnel, il n'y a que de l'irrationnel. Ouais, on ne voit pas la relation, quoi. Et les jeunes ne voient pas la relation non plus. Et ça, c'est le genre de truc qui peut dégénérer, tout le monde prend son sac et puis se barre. Voilà. Et je voulais vraiment vous interpeller par rapport à l'attitude qu'elle a. L'attitude et ce qu'elle dégage avec son langage non-verbal. Cette attitude de défense, d'agressivité, et qui aboutit à une situation où ça part en bible. Après, le contexte est très différent. Souvent, dans un cadre sportif, les enfants, du moins, surtout quand ils sont dans un processus de performance, l'estime du coach, ce qu'on n'a pas forcément dans le cadre scolaire, où on peut. Donc, l'estime du coach, bon, c'est très important dans le cadre sportif, essentiellement performance. Donc, c'est souvent les jeunes qui idolâtrent un petit peu, parfois l'entraîneur, qui l'écoute. Ce n'est pas le cas de la relation parent-enfant, et ce qui est souvent pas le cas de la relation parent-professeur. Et on a aujourd'hui souvent des professeurs qui malheureusement vont manquer de prestance vis-à-vis des enfants, aussi parce que à la maison, les parents ne font pas confiance forcément au professeur. Et donc l'enfant a cette image du professeur qui n'est pas forcément la même. C'est potentiellement le cas, carrément, absolument. Je voulais vraiment vous montrer ces deux, alors dans des contextes qui sont différents, mais vraiment cette manière de se poser pour le gars, et cette façon, alors on n'est pas d'idée de genre, hein,
Mais cette façon de réagir pour cette prof-là. Et ça, c'est le langage non verbal. Je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les signaux comme ça, émotionnels et sociaux, sont hyper captés par les adolescents. Hyper captés. Et donc ils vont réagir à ça fort, très fort. On va terminer par la notion de feedback et de valorisation de l'adolescent. Apprendre, c'est un processus hyper coûteux. Apprendre, et dans tous les domaines, apprendre, c'est un processus hyper coûteux et le cerveau adolescent, il est particulièrement sensible à la récompense. Il a besoin de dopamine pour persévérer. La dopamine est une hormone qui va avec la motivation. Apprendre, ça demande du temps, ça déstabilise, ça nécessite d'accepter qu'on ne sait pas tout non plus, et ça nécessite de renoncer à toute puissance. La bienveillance, le fait d'être bienveillant avec quelqu'un, provoque la production d'ocytocine, qui elle-même provoque la sécrétion de dopamine, donc dopamine, neurotransmetteur impliqué dans la motivation, dans la persévérance, dans la production de sérotonine. La sérotonine est un stabilisateur de l'humeur, et des endorphines, les hormones du bien-être. Et bienveillance, ça ne veut pas dire être béni oui. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire être toujours gentil pour moi. Ça veut dire avoir des lunettes positives sur les autres. Apprendre, c'est un processus qui est frustrant. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle-là. Le modèle de l'apprentissage. On va débuter par ici. Quand j'ai appris... on va prendre un exemple. Quand j'ai appris à dribbler main droite, ma main dominante, j'ai une compétence inconsciente. Je ne pense plus au fait que je dribble ma main droite. D'accord ? C'est devenu totalement incorporé. Et puis à un moment donné, mon coach va me dire « Ah ben maintenant que tu sais dribbler main droite, tu vas dribbler main gauche. » Donc je pense que comme j'ai appris et que je sais faire de la main droite, je pense que, ça ce sont mes attentes, je pense que très rapidement, je vais augmenter mon niveau de performance. Sauf que, dans la réalité, le niveau de performance, lorsqu'on commence à apprendre quelque chose de nouveau, ben il descend. Et entre les attentes que l'on peut avoir par rapport à ces performances et les performances réelles que l'on a, il y a un différentiel, il y a un gap qui provoque de la frustration. Et la frustration, c'est compliqué avec les jeunes. C'est compliqué. Et je pense que c'est important de leur expliquer à ces jeunes que à un moment donné, quand je découvre quelque chose que je ne sais pas faire, d'accord, que je ne sais pas faire, attendez, parce que je suis perdue dans mon truc. J'ai un problème avec mon bidule. Lorsque je découvre que je ne sais pas faire quelque chose, je deviens consciemment incompétent. C'est-à-dire que je prends la mesure du fait que je ne sais pas faire. Lorsque j'avance dans l'apprentissage, je deviens consciemment compétent. C'est-à-dire que je sais que si je me positionne comme ça, et que je tiens mon ballon là, et que je redresse un peu là, je vais pouvoir dribbler de la main gauche. Je fais particulièrement attention à ma technique, je deviens consciemment compétent. Et quand on est consciemment compétent, ça veut dire qu'on n'a pas encore tout à fait incorporé les éléments. Et au fur et à mesure, c'est ce qui se passe à la fin, quand je vais avoir incorporé cette compétence, qu'elle soit cognitive ou motrice, eh bien, je vais ne vais plus en être conscient en fait. À un moment donné, on a appris à marcher, alors l'enfant n'en est pas véritablement conscient, mais lorsqu'il se relève et c'est coûteux pour lui, il doit penser
à avancer ses pieds, et puis aujourd'hui, nous, on marche et on n'y pense plus du tout. Donc, expliquer aux adolescents que lorsqu'on se confronte à une nouvelle compétence à acquérir, il y a ce temps-là de déstabilisation et de frustration qui est normal et qui va passer lorsque la nouvelle capacité sera incorporée. J'aimerais insister sur... Est-ce que vous connaissez la notion d'effet Pygmalion? Ouais. L'effet Pygmalion, c'est le regard et la croyance que j'ai sur quelqu'un et le regard que je jette sur quelqu'un peut l'amener à se développer différemment en fonction du fait que cette croyance elle est positive ou elle est négative. Expérience de Rosenthal et Jacobson. Il y a dans les années 50, ces psychologues ont fait une expérience dans une classe, dans plusieurs classes. Ils ont fait passer des tests de QI à des élèves. Et à la fin du test de QI, ils se sont arrangés en fait pour faire croire aux profs qu'un certain nombre d'élèves, 20% d'élèves par exemple, avaient un QI extrêmement supérieur et que d'autres élèves, au contraire, les pauvres, ils avaient un QI nettement inférieur. Et alors que les QI, les groupes en fait étaient apparus. Donc ils ont vérifié en fait la différence entre le début de l'année et la fin de l'année scolaire, la différence entre les élèves. En fait, ils se sont aperçus que les élèves qui avaient été identifiés comme étant intellectuellement supérieurs, ces élèves-là avaient développé des compétences et des connaissances différentes de ceux qui avaient été identifiés comme étant des élèves avec un QI inférieur. Et en fait, ils se sont aperçus que la croyance du professeur, le regard du professeur, la croyance du professeur que ces jeunes, ceux-là étaient plus intelligents que ceux-là, avait modifié leur comportement par rapport à ces deux groupes. Donc les professeurs avaient proposé des éléments plus stimulants et avaient été plus encourageants avec ceux qui étaient censés être intellectuellement supérieurs, et ils avaient un petit peu délaissé les autres. Donc, prophétie autoréalisatrice et un exemple de l'effet Pygmalion et de l'effet Golem. La notion de discours verbal et corporel est vraiment très importante. Je vous ai passé des vidéos tout à l'heure, je ne vais pas vous en repasser à nouveau. On dit que dans, on va dire, la parole, ce qui prime par rapport au message que l'on veut faire passer, ce n'est pas nécessairement les mots qu'on va utiliser, mais le body language et les mimiques que l'on va avoir. Donc l'essentiel du message n'est pas dans le verbe. Et l'exemple qu'on a vu avec les deux éducateurs, le coach et la prof, en était un exemple. Donc attention au discours verbal et corporel. Lorsque vous vous tenez comme ça, que vous faites comme ça devant un adolescent, vous n'avez pas besoin de lui dire que vous le considérez, vous n'avez pas besoin de lui dire. Valoriser ce qui a lieu d'être au niveau de l'adolescence, créer davantage les conditions d'un climat motivationnel de maîtrise plutôt que de résultats, valoriser les efforts, multiplier les leviers pour valoriser l'adolescent. Ça lui permet de créer des conditions de sécurité interne psychologique et de préserver son estime de soi. Un exemple de ce qui a été mis en place par un coach, ce que j'attends de toi, tes forces. Donc ça a été partagé au niveau du collectif. Alors, on a d'un côté tous les noms des joueurs et ses forces et ce qu'on attend de lui en défense et ses forces et ce qu'on attend de lui en attaque. C'est extrêmement valorisant de voir ses forces écrites de cette façon-là. Donner un sens positif à l'erreur et prêter attention à lorsqu'une erreur est commise ou un écart est commis, à ne pas pointer la personnalité, mais davantage à pointer le comportement. Ce qui pose problème, ce n'est pas la personne, c'est éventuellement ce qu'a fait la personne.
Et je vais m'arrêter et finir sur cette notion de feedback. Et vous parlez du feedback, de la relation entre le feedback et l'estime de soi. Le pire des feedbacks, c'est celui-ci, c'est le feedback qui est à la fois critique et général. Un feedback critique et général, c'est le t'es nul, t'arriveras jamais à rien. Ce feedback-là, c'est un feedback qui est totalement destructeur pour l'estime de soi. Ça fait mal, ça touche la personne. Le feedback positif et général, ouais, t'as été vachement bon. T'as été vraiment, vraiment bon pendant cette compétition. Ou, ouais, t'es intelligent, toi. Ou, t'es beau. Donc, feedback général et positif, ben, finalement, il a un effet assez neutre sur l'estime de soi. Ça fait un peu tartine. On ne sait pas trop, en fait, quelle est la référence à ça. Le feedback qui est le plus, on va dire, positif pour l'estime de soi et qui ancre la compétence ou qui ancre le comportement, c'est le feedback qui est le plus positif, qui est positif et spécifique. C'est-à-dire un feedback qui est précis et positif par rapport à un comportement. Et il s'agit en fait factuellement de décrire un comportement ou un moment d'une compétition ou un geste technique et d'ancrer ça. Feedback critique et spécifique, ben en fait le feedback critique mais spécifique, c'est pas un feedback qui pose problème. C'est un feedback qui préserve l'estime de soi parce qu'il est uniquement, il est limité à un élément du comportement, il est factuel et il est précis. Tiens, lorsque tu montes au drive, tu n'as pas forcément une bonne prise d'appui et je te suggère deux. Là, on est sur un feedback qui est critique et spécifique et qui permet en fait aux jeunes et à l'adolescent de se développer. Pour terminer, je voudrais juste vous montrer ça. J'aime bien ce truc-là. C'est pas forcément celui qui va tout droit et de façon extrêmement régulière qui arrive en premier. On peut avoir des hauts, on peut avoir des bas, et ça ne pose pas de problème pour le développement et pour la performance. J'ai terminé avec mon intervention. Je vous remercie pour votre